Bonjour Hasni Abidi et bonjour Christian Chesneau. Bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous, un 8h30 spécial parce que effectivement Israël a donc attaqué l'Iran cette nuit, 200 avions, une centaine de cibles, des frappes au cœur du programme nucléaire iranien. D'abord, votre sentiment, Hasni Abidi, et c'est la question qu'on se pose tous ce matin, est-ce qu'on est vraiment au début d'une guerre ? Non, c'est un autre épisode d'une guerre qui a déjà commencé entre les Iraniens et les Israéliens. Une guerre de nouvelle formule. Qui était peut-être plus larvée jusque-là. Oui, plus. D'abord, elle a commencé par ce qu'on appelle les agents des Iraniens dans la région. Mais une fois finalement que cette ceinture de sécurité autour de l'Iran a été désactivée par Israël, aujourd'hui, la guerre, elle est ouverte. Ça, c'est un élément important. Mais par contre, les conséquences, ça seront aussi direct, puisque l'affrontement n'est plus via des intermédiaires. Et on aura le temps d'en parler. Christian Chesneau. Oui, alors de toute façon, on savait que les plans israéliens de frappe étaient prêts depuis longtemps. C'est pas un secret, depuis plusieurs années. Il y a des plans d'attaque. Le déclencheur, c'est très certainement le rapport de l'AIEA hier à Vienne, très dur contre l'Iran. L'Agence internationale de l'énergie atomique. Exactement, c'est le gendarme nucléaire de l'ONU. C'est-à-dire qu'il dit que le programme nucléaire iranien est très avancé. C'est-à-dire qu'il dit surtout il dit qu'il y a 3 sites où on a découvert des traces d'uranium et l'Iran n'arrive pas à donner des explications. Donc là, on n'a plus de vision sur ce programme, donc on ne sait pas s'il est pacifique ou pas. C'est ça aussi le déclencheur ? Oui, parce que derrière, l'Iran annonce la construction d'un nouveau site nucléaire enterré et la mise en route de centrifugeuses de dernière génération, de 6e génération. Donc là, c'est un peu une provocation en défi. Et derrière, Israël dit c'est le pas de trop et donc on attaque. Mais Israël dit c'est préventif. Netanyahou dit c'est une guerre préventive. Ça veut dire quoi ? Parce que l'Iran n'a pas la bombe encore. On n'est pas dans la phase de militarisation de la bombe. Effectivement, ils ont des matières fissiles qui pourraient mener à la bombe, mais on est en pleine négociation avec les Américains. L'Iran n'a pas décidé politiquement de faire une bombe. On est encore entre deux. On n'est pas très loin, mais on n'est pas encore à une bombe nucléaire. Il faut encore plusieurs mois, peut-être 1 an. Donc là, préventivement, c'est-à-dire que les Israéliens disent, voilà, on veut tout couper avant que l'Iran continue son programme. Hasni Abidi ? La guerre a été préparée depuis plusieurs années, donc ce n'est pas le rapport qui a déclenché cette guerre. Mais le rapport a servi de caution inespérée, à la fois pour les Israéliens, mais surtout pour les Américains. Il faut rappeler qu'à l'intérieur de la Maison-Blanche, tout le monde n'est pas du tout favorable à la poursuite de 6e round de négociations qui va s'enclencher dimanche. Il faut rappeler aussi que Donald Trump avait donné 2 mois aux négociateurs iraniens, mais aussi aux Américains. Le délai échoue hier, c'est-à-dire le 12 juin. Les Iraniens ont demandé à ce que la réunion aura lieu à Oman le 16 juin et je pense que les Iraniens n'étaient pas du tout favorables à la poursuite des négociations. Elle a été aussi saisie par l'état-major de l'armée américaine. Il s'exprime rarement sur la question nucléaire. Il a dit que finalement l'Iran donne l'exemple donc d'un manque de confiance totale vis-à-vis de la communauté internationale. Et les Iraniens, bien sûr, se sont servis de ce rapport pour dire. Et là, c'était quand même un point négatif pour l'Union européenne, qui parle de sanctions, qui parle de ce qu'on appelle le snapback, c'est-à-dire réactiver les sanctions. Les Iraniens se demandent, alors à quoi bon d'aller négocier si les Européens sont déjà prêts à réactiver des sanctions qui sont très douloureuses pour l'économie iranienne. Alors, pour bien comprendre de quoi l'on parle, faisons peut-être le point sur les dégâts d'ores et déjà infligés par Israël à l'Iran, avec la mort de 2 hauts responsables iraniens, donc le chef d'état-major des forces armées, le général Bagheri, et Hossein Salami, qui est le chef des gardiens de la Révolution, qui est l'armée idéologique de la République islamique. Ce sont vraiment, Christian Chesneau, des pertes majeures. Oui, c'est même... Il y a une 3e perte, c'est Ali Shamkhani, qui est le conseiller sécurité du guide et qui avait la supervision du nucléaire. Donc c'est tout l'état-major effectivement sécuritaire qui a été liquidé. Et ce qui est intéressant dans ces frappes israéliennes, c'est on frappe le nucléaire, on a parlé de Natanz, on frappe des sites militaires et on décapite l'état-major. Donc là, c'est la première phase. Donc oui, c'est un coup très dur, mais évidemment, l'Iran ne va pas pouvoir rester les bras croisés. Alors on va y revenir. Il va certainement y avoir des ripostes, mais là, pour l'instant, on sait que Israël a frappé Natanz. Donc alors voilà, je voulais en parler parce que Hasni Abidi, peut-être, ou Christian Chesneau, on parle beaucoup de ce site de Natanz. Qu'est-ce que c'est ? Ça ressemble à quoi ? J'ai cru lire ce matin que c'était un site qui faisait beaucoup parler côté américain, côté israélien, depuis un certain nombre d'années quand même. C'est un des principaux sites nucléaires iraniens. En fait, il y en a 2. Il y a Natanz et Fordo, des sites enterrés.
en gros 80 mètres, 100 mètres sous du granit. C'est là où tournent les centrifugeuses. C'est le cœur du programme nucléaire iranien. Donc là, alors l'AIEA a confirmé des frappes sur Natanz. Pas de radiation autour. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas touché en profondeur? Pour l'instant, on n'a pas les éléments, mais est-ce qu'on a simplement frappé la surface ou des bâtiments annexes? On va le savoir dans les prochaines heures. Est-ce qu'il y aura d'autres frappes sur Fordo? Parce qu'on n'a pas du tout parlé de Fordo, qui est un des sites majeurs où, là encore, il y a des centrifugeuses qui tournent et où encore une fois, c'est le cœur du programme nucléaire iranien. Donc voilà, on est encore dans le bilan des frappes, hein. Mais en tout cas, c'est militaire, nucléaire et sécuritaire. Astabili là-dessus. Oui, alors je reviens à M. Grossi, donc le secrétaire général de l'AIEA, qui disait qu'on a rarement un État qui est au seuil du programme nucléaire, un État nucléaire, on peut dire, qui n'a pas signé donc aucune convention, mais on ne sait rien finalement de ses intentions. Ce qu'on appelle le seuil nucléaire à la Corée du Sud, c'est d'arriver jusqu'à fabriquer une bombe nucléaire, mais sans qu'on sache réellement le niveau de préparation. Et ça, c'est un élément important parce que finalement, pour les Iraniens, ils savent très bien que sans l'aide américaine, il est très difficile d'arriver en profondeur et détruire surtout ce qu'on appelle les complexes et les sites des centrifugeuses. Et l'uranium, l'enrichissement de l'uranium est la clé de négociation, la clé de la guerre. L'AIEA parle de 60%, c'est-à-dire vous êtes au seuil donc, de programme nucléaire, mais pas encore la bombe, alors que l'accord, avant la sortie de Donald Trump de cet accord nucléaire, parlait d'un taux de 3,67%. C'est-à-dire ce qu'on appelle le caractère pacifique. C'est-à-dire en lisant le rapport d'hier, évidemment, c'était un avant-coureur de la guerre. Par ailleurs, quand l'Iran dit pas du tout, nous sommes en train de faire du nucléaire civil, ça n'est pas croyable. On n'a pas de c'est tout le problème. Il n'y a plus de confiance entre l'AIEA et entre les Iraniens. Et surtout le problème aussi d'avoir des informations fiables. Les Israéliens ont réussi un bon coup parce que d'abord, ça montre qu'il y a des complicités. Ça montre qu'il y a une vulnérabilité de l'intérieur parce que pour arriver jusqu'aux deux chefs de l'état-major, des passes d'Aran, mais aussi de l'armée régulière, c'est tout de même, ça nécessite une information très importante. En revanche, sur le nucléaire, aucun État occidental n'a des informations précises exactement sur l'installation des sites. Les conséquences de tous ces dégâts, et je reviens aussi aux 3 pertes humaines qui sont majeures, les Iraniens les ont sans doute déjà remplacés C'est-à-dire que, encore une fois, dans le système iranien, c'est une pieuvre. Hein. Donc, le numéro 1, il semblait quand Qassem Soleimani avait été assassiné en 2020 par les Américains à Bagdad, il a été remplacé donc par Hossein Salami. Donc, on a encore une fois un régime qui est nombreux. Hein. Donc, ils vont trouver des. Ça peut pas ralentir la riposte quand même? Je pense que les Iraniens ont les plans, ils sont prêts. Hein. Ils s'attendaient à ça. Hein. D'ailleurs, les responsables iraniens savent qu'ils sont en sursis depuis ces dernières années, depuis l'assassinat de Hassan Nasrallah. À Beyrouth, le chef du Hezbollah, ils savent qu'ils sont sur la côte de Red. Et donc, ils s'attendaient, en tout cas, ils sont dans une position, sur le qui-vive. Hein. Sauf qu'on était dans une ambiguïté. Négociation avec les Américains dimanche prochain à Oman, et en même temps, hier, un durcissement en disant on continue l'enrichissement. Parce qu'il y a toujours cette ambiguïté iranienne, parce qu'ils sont en gros à 60%, ils ont près 200 kilos d'uranium enrichi à 60%. La bombe, c'est 90%. Hein. Et pour aller de 60 à 90, ça va très vite. Mais il faut quelques mois, et surtout, il faut une décision politique. Il faut ce qu'on appelle militariser la bombe. Et c'était pas encore le cas. La décision n'était pas encore prise. Il faut savoir que l'Iran avait n'appliquait plus l'accord de Vienne de 2015, mais continuait à avoir une relation quand même avec l'AIEA. L'AIEA qui a encore, dans une dépêche aujourd'hui, dit on avait des inspecteurs sur place. Donc ils n'avaient pas rompu tous les ponts. Quand vous dites ça va très vite, ça peut aller très vite. Ça veut dire que le programme. Non, mais ça veut dire que là pendant les frappes, le travail continue et si ces frappes durent 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, ce programme iranien peut arriver à son. On verra jusqu'où vont les frappes. Alors simplement, une précision justement à ce propos. On apprend à l'instant que les sites nucléaires de Fordo, dont vous parliez, et d'Ispahan, n'ont pas été touchés par les frappes israéliennes. Voilà, donc ça veut dire des frappes partielles, c'est-à-dire qu'une grande partie du programme nucléaire iranien est toujours vivant et toujours fonctionne. Là, on est dans la phase militaire, dans la phase incandescente, donc il va y avoir certainement une riposte iranienne, on parle de drones qui sont partis sur Tel Aviv. Après, si on dézoome un petit peu, si l'Iran
comprend que les négociations c'est terminé avec les États-Unis et qu'ils sont au pied du mur, si vraiment le régime est acculé, la première chose, moi c'est ce que me disait un diplomate iranien, on sort du TNP, donc on sort du traité de non-prolifération de 69, c'est-à-dire plus d'AIEA, plus d'inspecteurs, plus de caméras, on est hors zone et on déclare la bombe d'ici quelques mois. Donc là, on n'en est pas encore là. On va voir comment, effectivement, ça se joue sur le terrain. Quels sont les dégâts ? On n'a pas encore une évaluation précise des dégâts. Il faut dire aussi quelque chose, c'est qu'Israël a quand même franchi une ligne rouge en frappant des sites nucléaires. C'est une première dans l'histoire. C'est-à-dire que là, ça ouvre la porte à beaucoup de... C'est vertigineux. C'est-à-dire qu'Israël, on pourrait dire qu'on peut frapper des sites nucléaires dans le monde. Donc c'est quand même une ligne rouge. C'est pour ça que l'AIEA est très inquiète. C'est-à-dire que... il y a d'autres conflits par ailleurs. C'est-à-dire que si vous n'oublie pas. Là, il y a une ligne rouge qui a été franchie. C'est-à-dire qu'on peut frapper un site nucléaire. Alors évidemment, c'est pour ça qu'on va voir qu'est-ce qui a été vraiment frappé. Est-ce que c'est le cœur ou les bâtiments au-dessus ? C'est pour ça qu'il y a encore des ambiguïtés. On n'a pas encore le détail des pertes et des dégâts. Hasni Abidi, l'Iran au pied du mur, disait Christian Chesneau. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, l'Iran n'a pas encore... Il dispose encore de ressources suffisantes en termes de population, de popularité, c'est son audience fidèle. De popularité ? Oui, le régime, il a une certaine popularité. Elle n'est pas très importante, difficile de la mesurer. C'est pas toujours flagrant depuis vue d'Europe, je pense. Il a une audience, attention, les Iraniens, une partie des Iraniens soutiennent le fait que l'Iran développe un arsenal nucléaire. Et les Iraniens, ils savent que la bombe nucléaire, le programme nucléaire, est une assurance vie à la fois pour l'Iran, mais à la fois aussi pour le régime. Ça sanctuarise le régime, et c'est pourquoi il y a cette obsession d'aller très vite. Les négociations, d'ailleurs, c'est un des éléments pour gagner le temps. Les Iraniens ont toujours réussi, ils sont maîtres en négociation pour gagner le temps. Deuxième élément, c'est qu'ils disposent assez d'autres moyens, c'est-à-dire la vulnérabilité des pays qui les entourent et qui sont très importants pour la sécurité internationale. Je parle des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar avec lesquels l'Iran quand même exploite des champs gaziers, les bases américaines qui sont au Bahreïn, qui sont au Qatar, qui sont pas loin aussi du Koweït, et aussi en Irak. On oublie toujours l'Iran dispose aussi de plusieurs milices qui sont en mesure de frapper des sites importants et des bases américaines dans la région. Et bien justement, on va y revenir. Hasni Abidi, Christian Chesneau, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le fil info de 8h45 et c'est Julien Raymond. Israël affirme que frapper l'Iran était nécessaire pour sa défense quelques heures après une série d'attaques menées contre des sites militaires et nucléaires iraniens. 200 avions de combat, une centaine de cibles. Des attaques sont toujours en cours ce matin. Donald Trump, en pleine négociation sur le nucléaire avec Téhéran, affirme avoir été prévenu à l'avance. Le président américain espère de nouveau pourparlers après ces frappes. L'Iran, de son côté, promet une réponse forte. Elle a déjà commencé, selon un porte-parole israélien. Une centaine de drones iraniens lancés. Certains ont déjà été interceptés en Israël. L'état d'urgence est déclaré. Les autorités s'attendent à des frappes contre des populations civiles. L'espace aérien est fermé jusqu'à nouvel ordre. L'adolescent de 14 ans suspecté du meurtre d'une surveillante dans son collège à Nogent en Haute-Marne a passé sa première nuit en prison. Placé en détention provisoire, mis en examen pour meurtre aggravé. Il est mineur et encourt donc une peine de 20 ans de réclusion criminelle au lieu d'une peine de prison à perpétuité. Et puis, commentaires de texte ou dissertation, plus de 5000 élèves de première passent le bac de français. Ce matin, les épreuves anticipées ont commencé il y a 45 minutes et durent 4 heures. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Avec ce matin Hasni Abidi, le politologue directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, et puis Christian Chesneau, notre confrère de la rédaction internationale de Radio France, pour évoquer les suites de cette offensive israélienne, donc cette nuit sur l'Iran, qui a frappé le cœur du programme nucléaire iranien, fait 3 cibles humaines majeures, on en a parlé. On n'a pas évoqué clairement la riposte iranienne. L'Iran parle de riposte forte. Est-ce que concrètement ça veut dire qu'Israël doit s'attendre et les civils israéliens, des cibles civiles sont prévues? Les Iraniens se disent en état de légitime défense, parce qu'on a parlé de frappe préemptive, c'est-à-dire que l'Iran n'a pas attaqué Israël. Donc selon la charte de l'ONU, il y a eu une agression, et donc les Iraniens se disent on est en légitimité de répondre. Donc ils vont répondre. Alors de quelle manière? Des drones, des missiles, on verra. Il peut y avoir une réponse en plusieurs phases. Les Israéliens
disent qu'ils vont continuer les frappes. C'est pas simplement des frappes sur le nucléaire, c'est des centres militaires, des frappes contre des dirigeants. Donc voilà. Les Israéliens disent là qu'ils interceptent encore des drones iraniens dans l'espace aérien. Mais est-ce que le territoire israélien c'est possible est menacé à Sniabili? Oui, absolument, il est menacé. Les lignes rouges, il faut rappeler, c'était une ligne rouge, on ne touche pas Téhéran, et les Iraniens sont engagés, même avec leur aussi proxy, ne pas toucher Tel Aviv. Donc toutes les lignes rouges, finalement, ont sauté, en quelque sorte. C'est pas seulement les sites nucléaires, mais aussi la capitale, puisque les officiers qui ont été tués, ils étaient dans le quartier, justement, réservé pour les hauts dignitaires à l'intérieur de Téhéran. Il y avait même des civils, paraît-il, qui ont été tués. Donc ça veut dire que les Iraniens, aujourd'hui, ils estiment qu'ils étaient agressés et qu'il fallait absolument, et c'est le sens même du communiqué qui est sorti ce matin de la part du guide suprême de la révolution islamique iranienne. Oui, et ce qui explique d'ailleurs, les Israéliens disposent d'informations importantes, ce qui explique l'état finalement de l'état de siège et les appels répétés par la population de rester proche des abris. Encore une fois, je dirais qu'il est illusoire de croire que l'armée israélienne a opéré ses frappes sans le soutien américain. C'est faux. Il est impossible. C'est-à-dire, il y a d'abord une couverture aérienne, une sécurité aérienne. On n'informe pas seulement Donald Trump ou l'administration américaine, mais aussi on demande à ce qu'elle ne fera pas, mais elle est associée à cette attaque. De quelle façon? Il y a plusieurs, c'est-à-dire dans la région, c'est-à-dire le soutien. Le système justement de défense anti-missile, il est américain. Et aussi, à mon avis, c'est tout de même un parcours qui menait jusqu'à l'Iran. L'armée israélienne, elle est déployée dans toute la zone. Un mot et après je vous donne la parole, Christian Chesneau. Mais quand Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, dit... en clair, nous ne sommes responsables de rien, nous n'avons, c'est pas exactement ces mots, mais nous ne sommes responsables de rien, nous n'avons rien à voir avec ça, ne visez pas les intérêts américains, sinon ça va très mal se passer. En fait, quand ils prennent leur distance, c'est aussi pour se protéger qu'ils font ça? Pour se protéger, mais parce qu'ils sont dans des négociations. Et donc ils ne peuvent pas assumer cette responsabilité. Mais dernier élément important, c'est quelle image les Américains ont maintenant au Moyen-Orient. Donald Trump qui est allé chercher des milliards et des milliards contre la sécurité, le parapluie sécuritaire américain. Les pays du Golfe aujourd'hui s'interrogent sur la pertinence finalement de la sécurité américaine et des États-Unis qui n'ont pas pu empêcher Donald Trump, puisque Mohammed Ben Salman a demandé solennellement à Donald Trump d'empêcher une escalade et qui serait très dangereuse pour la sécurité des pays du Golfe. Finalement, ils vont dire Donald Trump, finalement, il ne tient pas parole ou il est dans l'incapacité d'exercer la moindre pression sur Benjamin Netanyahou. Christian Chesneau. En fait, la riposte va dépendre de l'évaluation que font les Iraniens de ce qui a été tapé aujourd'hui, frappé. C'est-à-dire, si c'est, encore une fois, si le programme nucléaire peut continuer, Fordo n'est pas touché, Ispahan n'est pas touché, ça laisse la porte à d'autres possibilités. Ils vont quand même riposter d'une manière ou d'une autre. Mais les Iraniens... Ça pourrait n'être, entre guillemets, que symbolique, comme on l'a vu par le passé. En tout cas, les Iraniens ont toujours réagi de manière très calibrée, proportionnée par rapport aux frappes. Il faut savoir... Je rappelle, mais que l'automne dernier, ils préviennent même quelque part de leur attaque sur Israël. Donc c'est un régime très cartésien qui veut survivre. Il faut savoir que l'Iran est dans une impasse économique très fragile, qu'ils ont quand même besoin de ces négociations, qui veulent un accord parce que ils savent que économiquement, alors c'est vrai qu'il y a une contestation, mais économiquement c'est quand même la misère. Je veux dire, c'est un pays qui est en grande souffrance économique, qui a vu ses alliés disparaître dans la région, et donc qui est sur une ligne de crête. Et le guide est un peu entre deux, c'est-à-dire, il voit bien que intérieurement c'est un peu la catastrophe. Il y a ces possibilités de négociation, il y a ces frappes. Tout dépend si, encore une fois, le programme est frappé au cœur. S'il ne l'est pas, on peut quand même avoir des négociations. L'Iran veut avoir son droit à l'enrichissement. Les Américains en disent zéro enrichissement. C'est là la négociation, c'est l'enrichissement. Est-ce que l'Iran peut avoir un droit à l'enrichissement? Les Iraniens disent c'est une ligne rouge et c'est l'objet de la négociation. Pour autant, juste en deux mots, mais la déstabilisation du régime à l'intérieur, vous n'y croyez pas? C'est ce que vous me disiez juste avant de démarrer l'émission. C'est-à-dire, il y a déjà eu des frappes israéliennes, on a cru ça allait secouer le régime, il s'est rien passé. Il faut rappeler que les Iraniens sont un peuple très nationaliste, font corps, y compris quand c'est le régime islamique, et encore une fois, il y a une grande partie de la population qui n'est pas favorable à ce régime. On est dans une... faut dire, il y a à peu près, en gros, 15%, 20% de gens qui défendent le régime à mort. Vous avez 20%, 25% qui sont
littéralement contre, et puis vous avez une immense majorité de gens qui veulent simplement survivre, se faire soigner, aller à l'école, manger, etc. Donc vous avez une masse de gens qui n'est pas forcément prête à basculer sur un inconnu vertigineux. Hasni Abidi. Deux éléments. Le premier élément, c'est que, évidemment, les Iraniens, ils savent très bien que les interventions de l'étranger, ce n'est pas le synonyme de l'installation d'une démocratie. Même si le régime iranien est détesté par une grande partie de la population, mais ils veulent que le changement s'opère de l'intérieur. Les Iraniens de l'étranger, oui, certains sont très satisfaits donc de ces opérations, parce que pour eux, c'est aussi pour affaiblir ce régime. Mais attention, le régime dispose de suffisamment de ressources, il n'est pas prêt encore à abandonner. Ça, c'est le premier élément. Et ils savent très bien que l'Irak, la Libye, d'autres expériences. Et même les Américains et les Israéliens, quand ils parlent de frappe, c'est pas pour le changement de régime, c'est la politique étrangère iranienne et c'est le programme nucléaire. Ce n'est pas la question des droits de l'homme ou la démocratisation du régime. Dernier point, c'est que Donald Trump s'est empressé pour dire que les négociations sont maintenues dimanche, parce qu'il va exploiter, il va faire un usage politique de ces frappes pour dire aux Iraniens, vous êtes en position de faiblesse, regardez, soit vous allez, exactement, dire Donald Trump, soit vous continuez dans les négociations à nos conditions, c'est-à-dire des concessions encore majeures sur le taux de d'enrichissement, et surtout pour l'enrichissement, mais pas à l'intérieur de l'Iran, mais à l'étranger, comme ça a été suggéré. C'est imaginable, ça, Hasni Abidi? Oui, c'est imaginable. Pour dire, vous avez une pression militaire. Si vous n'acceptez pas nos conditions, les Israéliens vont continuer à vous taper dessus. Ça, c'est aussi une ligne. C'est le conseil de Netanyahou qui est adressé. Il faut rappeler que Netanyahou n'était pas du tout d'accord avec la ligne suivie par Donald Trump quand il a annoncé le début d'une négociation avec les Iraniens. Christian Chesneau. Oui, encore une fois, là, on est sur une ligne de crête. On va voir, les Iraniens vont évaluer les dégâts. Ils ont déjà annoncé qu'ils ne participeraient pas aux négociations de dimanche à Oman, donc ça va être reporté. Ça va avoir lieu. Non, c'est ça. On va avoir lieu. Alors il faut rappeler aussi, parce que ça on l'a pas dit, qu'on est dans une fenêtre très courte. Hein. Il faut savoir que le fameux accord de Vienne, le JCPOA, expire le 1er octobre. Donc là, on a une phase pour conclure quelque chose. Rappelle en 2 mots l'accord de Vienne. L'accord de Vienne, c'est 2015. C'était un accord international signé d'ailleurs par les Américains, les Européens, les Russes et les Chinois, pour finalement mettre dans les clous le programme iranien, et notamment qui ne dépasse pas 3,67% d'enrichissement, c'est-à-dire c'est l'enrichissement pacifique, civil. Là, on a fait exploser évidemment les compteurs. Donc là, encore une fois, on va voir les dégâts, qu'est-ce qui a vraiment été touché. Les Iraniens vont regarder ça. Ils ont une pression, comme l'a dit Hasni Abidi, des Américains qui vont faire passer le message, si vous venez pas à la table, en tout cas si vous refusez de venir négocier, vous aurez encore des frappes plus fortes. La réaction iranienne va se caler un peu entre tout ce contexte, quoi. Mais là, encore une fois, l'histoire se fait sous nos yeux. Une pression intérieure, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire le régime, il est humilié. Les Iraniens sont humiliés. Oui, et puis il y a les durs du régime qui veulent frapper. Il y a aussi les durs du régime, notamment les gardiens de la révolution, hein, donc ils viennent de perdre leur chef, veulent une forme de revanche, et le guide ne peut pas simplement passer l'éponge. Et donc, il va y avoir certainement, peut-être, encore une fois, on a vu les drones, peut-être des frappes de missiles, etc. Alors, les Israéliens disent avoir frappé les sites de lancement balistiques, etc. Encore une fois, on n'a pas encore l'évaluation précise de tout ce qui a été touché, frappé, endommagé. Les Iraniens calibreront leur réponse en fonction de ça, en fonction des messages américains et de la communauté internationale, pour savoir est-ce qu'on peut encore négocier ou pas. Le risque, c'est une radicalisation de l'Iran, pas forcément à côté, mais voilà, et que l'Iran sorte du TNP et annonce la bombe nucléaire dans les mois prochains. Pour finir, question à tous les deux. On en est où ce matin de la situation et quelles conséquences sur l'ensemble de la région va avoir cette offensive, d'après vous, Hasni Abidi? D'abord, on a Benjamin Netanyahou qui fait ou qui pratique finalement les objectifs de sa politique sans prendre en considération les avis des alliés des Américains et des Américains eux-mêmes. On est face à deux voies. Benjamin Netanyahu dit Israel first, d'abord, et les intérêts israéliens, et où nous avons un président américain qui dit America first. Et donc, ça va être un peu difficile de réconcilier ces deux voies, d'autant plus que dans les prochaines étapes, s'il y a des prochaines étapes de frappe contre les intérêts iraniens, Israël
a besoin des Américains. Et a besoin des Américains en cas d'attaque massive des Iraniens sur Israël ou sur d'autres sites dans la région. Donc ça veut dire en quelque sorte, Benjamin Netanyahu est en train d'entraîner les États-Unis de Donald Trump, alors que Donald Trump il a dit « je suis venu pour faire de la paix » dans cette guerre-là, malgré lui, parce que les Américains aussi ne peuvent pas rester sans réagir, sans défendre leur allié. Et puis Christian Chesneau, en 30 secondes. Et puis ça télescope l'agenda diplomatique, donc on l'a vu dimanche, les négociations qui risquent de ne pas avoir lieu, et puis la conférence sur la Palestine, la semaine prochaine prévue à New York, initiée par Emmanuel Macron et Mohamed Salman. Là, forcément, ça devient compliqué dans ce contexte de parler de paix. Gaza, rien n'est réglé. Donc, ça télescope beaucoup de choses. C'est le but de Netanyahou, d'ailleurs, hein, finalement, de couper l'herbe sous le pied de toutes les initiatives diplomatiques. Là, on est dans une période de guerre, une phase. Ça rebat les cartes sur cet aspect-là. En tout cas, ça reporte les choses, hein, et ça contrarie les plans diplomatiques. Et donc là, on est dans un épisode guerrier. Il vient de commencer, on n'a pas encore la suite, et donc on verra dans les prochains jours. Merci beaucoup Christian Chesneau, rédaction internationale de Radio France, d'avoir été avec nous ce matin. Merci Asni Hamidi, politologue spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Et merci Bérangère Bonde. Voilà pour le 8h30 France Info. Dans quelques minutes, nous avons rendez-vous avec les informés.